Évidemment, cet épisode, il est enfoui dans l'oubli général qui s'est abattu sur l'histoire de cette ville. Mais il est bon de temps en temps de venir exhumer à la surface ces épisodes qui sont, somme toute, assez glorieux, ces épisodes de notre histoire. Un rapport que dit la Cun, l'autre une chambre garnida. Tout le monde m'écrit que c'est un caïman, un capon. Cada ma luba, mi fan la luba, mi cucciari ben leu a cau d'escuba. De point de feire, caraman, mi dien, i bleme, le Damien. C'est au piaf, vous voyez, ma vostre négociant. Turc, judéo, chrétien, grec ou anglais, français, gallego. Eh bien là, on est au Café de l'Abbaye, à côté du four des navettes et de l'Abbaye Saint-Victor, hein, comme le dit le nom du bar. C'est-à-dire dans un site quand même historiquement chargé, puisque l'Abbaye Saint-Victor a été créée au 5e siècle. On dit que ça a été le premier point de la christianisation du royaume de Gaule. Donc là, on va parler un peu de l'histoire de Marseille, surtout sur la période du XIIIe siècle, la période de la République de Marseille, c'est-à-dire l'époque où Marseille a été une cité indépendante, une cité maritime indépendante, un peu sur le modèle des villes italiennes comme Gênes, Pise, Florence et tant d'autres. Alors Marseille a recommencé à se développer vers l'an 1000 avec les croisades, parce qu'il a commencé à y avoir à nouveau de la navigation en Méditerranée. Pendant plusieurs siècles, la navigation s'était interrompue, il y avait les invasions barbares, notamment les Francs, parce que pour nous, ici, les barbares, c'était les Francs, attention. Hein. Et donc vers l'an 1000, Marseille a recommencé à devenir un port, et principalement orienté sur les régions, sur le monde on va dire, grec et le monde musulman. Alors la ville de Marseille, à l'époque, ça se limite à la rive nord du Vieux-Port. Hein. Ça coïncide en gros avec la Marseille grecque, un peu plus quand même, parce que la butte des Carmes, par exemple, fait partie de la ville. C'est une ville qui est divisée en deux parties. Une partie est sous le pouvoir des vicomtes, c'est la partie proche du Vieux-Port, qui comprend le quartier Saint-Jean, tous les quartiers du Vieux-Port qui ont été détruits en 1943. Et sur une ligne de crête qui va de la colline Saint-Laurent à la colline des Moulins jusqu'à la colline des Carmes, il y a une frontière. De l'autre côté, qui correspondrait à l'actuel quartier du Planier, une partie du quartier des Carmes, elle est sous la responsabilité pour partie de l'évêché, pour partie de l'abbaye de Saint-Victor. L'abbaye Saint-Victor se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire que l'abbaye Saint-Victor se trouve quand même en dehors de la ville proprement dite. Elle n'est pas dans l'enceinte de la ville. Elle est d'autant plus ressentie comme une puissance étrangère. Elle est, comme plus tard le seront le Fort Saint-Jean, le Fort Saint-Nicolas et l'Arsenal, qui sont des bâtiments de l'État français, de l'État royal, qui sont en dehors de l'enceinte proprement dite. Alors évidemment, là où les choses essentielles se passent, le commerce maritime, c'est la ville vicomtale. Le pouvoir vicomtal, c'est un pouvoir qui va en s'émiettant au fur et à mesure des successions. Et les Marseillais rachètent petit à petit les parts de la vicomté. En 1178, enfin en tout cas, le premier document dont on dispose, le premier document écrit c'est en 1178, il crée un consulat à l'italienne, sur le modèle italien, mais également le modèle occitan, parce qu'on le trouve dans d'autres villes de province, hein, à Avignon, à Arles. On le trouve aussi de l'autre côté du Rhône, hein, Montpellier, Toulouse, Narbonne, etc. Petit à petit, ce consulat donc rachète des parts de la vicomté et finit à un moment donné par proclamer sa souveraineté de fait. Ils ont joué fine, disons.
C'est-à-dire qu'ils ont constitué une confrérie, la confrérie du Saint-Esprit. Alors il faut voir quand même que malgré les conflits très violents qui vont opposer pendant plusieurs dizaines d'années les Marseillais avec l'Église, les Marseillais de l'époque sont des gens profondément religieux, comme partout d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est la religion qui organise l'univers dans lequel vivent les gens dans la chrétienté. Alors que cette religiosité populaire, latine, méditerranéenne soit beaucoup plus élastique et beaucoup plus empreinte de paganisme que la religiosité officielle de l'Église liée à l'écriture, c'est un fait. Mais c'est pas fondamentalement là qu'il va y avoir problème. Le problème est fondamentalement politique. Il faut voir que l'abbaye Saint-Victor, à cette époque-là, c'est une multinationale. C'est une multinationale. Elle a été reconstruite après les invasions de Charles Martel des Francs par les bénédictins. Et elle a essaimé un peu dans tout le bassin méditerranéen. L'abbaye Saint-Victor possède d'autres monastères un peu partout, dans le Languedoc, en Gascogne, en Aquitaine, en Catalogne, également côté italien, hein, en Ligurie, en Toscane, en Sardaigne, en Corse. Et elle a sous son contrôle environ 5000 moines. C'est vraiment une puissance pour l'époque, une puissance transnationale si on peut dire. Et comme toute multinationale, évidemment, elle exploite les gens, à savoir les paysans marseillais, puisque c'est un très gros propriétaire foncier. Hein. L'essentiel des terres qui constituent le terroir marseillais appartiennent à l'abbaye de Saint-Victor. Donc les Marseillais ont ce discours de retour au christianisme primitif, ou du moins à l'image qu'on s'en faisait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répandu à l'époque, en Italie du centre et du nord, dans les pays occitans. On aura en particulier une manifestation très forte de ce courant. C'est l'ordre des franciscains spirituels. Alors les franciscains donc font vœu de pauvreté, les franciscains spirituels décident de maintenir le vœu initial de pauvreté, donc critiquent durement l'Église pour sa puissance temporelle, matérielle. Et il y a un très grand penseur du franciscanisme spirituel, qui est Pierre-Jean Olieu, qui est de Narbonne, qui reprend un peu les prophéties millénaristes de Joachim de Flore. Et Pierre-Jean Olieu, c'est une très très grosse pointure intellectuelle pour l'époque. C'est quelqu'un dont que l'Église condamnera à mort après son décès. Donc symboliquement, ses os seront déterrés et exhumés aux 80 pour hérésie. Et les franciscains spirituels, c'est un courant qui est très fort à Marseille, qui est très très fort, à tel point que la répression contre eux commencera à Marseille même, puisqu'en 1318, il y a 4 franciscains spirituels qui montent sur le bûcher devant l'église des Accoules. Donc, comme contre-pouvoir à l'abbaye de Saint-Victor, qui exerce un rôle politique sur Marseille même, en plus, puisqu'elle possède la moitié elle contrôle la moitié de la ville, donc elle perçoit des taxes, des dîmes, etc. Les Marseillais, eux, créent une confrérie du Saint-Esprit. Cette confrérie, elle est laïque, mais elle fait référence au christianisme primitif. En opposition aux abus de pouvoir et de richesse de l'Église symbolisés par l'abbaye Saint-Victor. Quel est le but de cette confrérie? Ni plus ni moins, c'est de s'occuper du rachat des parts vicomtales et de s'acheminer vers la constitution du consulat en république libre et indépendante. Par ailleurs, tout le monde peut faire partie de cette confrérie, riche comme pauvre. Donc c'est vraiment, elle véhicule le concept de la cité, cette confrérie. C'est à travers l'expérience de fraternité, de communauté, que le concept de la cité va prendre corps, va prendre toute cette densité. En 1214, c'est bon, ils ont réussi à racheter toutes les parts vicomtales. Donc les Marseillais sont maîtres, chez eux en tout cas, sur la partie basse de la ville, qui est celle, comme je disais, la plus importante, puisque c'est là qu'il y a le commerce maritime. 1214, c'est une époque, pour les pays occitans en général, qui est quand même une époque tendue. Depuis 5 ans, sur l'autre rive du Rhône,
se déroule la fameuse croisade dite des Albigeois, c'est-à-dire que l'Église de Rome a fait alliance avec les rois de France pour prendre le contrôle des terres du comte de Toulouse, prétextant l'hérésie albigeoise. La Provence n'est pas concernée par la croisade dans un premier temps, mis à part la Provence rhodanienne, Avignon en particulier, qui est possession des comtes de Toulouse. Mais quand même, je dis, il y a une solidarité instinctive de la part des populations provençales pour leurs cousins d'Outre-Rhône. En 1216, le comte de Toulouse, Raymond VII, qui est le symbole de la résistance aux Français et à la croisade, débarque à Marseille. Et les Marseillais l'accueillent triomphalement et le reconnaissent comme vicomte de Marseille. En réalité, il sera vicomte à côté du consulat. Ça va être un pouvoir assez hybride, c'est plus une alliance militaire qu'une suggestion politique. Et donc, en s'alliant à Raymond VII de Toulouse, les Marseillais ils prennent clairement parti dans cette affaire de la croisade des Albigeois. Ils prennent clairement parti contre l'Église de Rome et contre les barons venus du Nord. Parallèlement, on a une présence très forte de troubadours anticléricaux à Marseille. Certains qui sont marseillais, d'autres qui viennent d'autres régions d'Occitanie. Évidemment, la grosse pointure, la grande figure, c'est Peyre Cardinal. Peyre Cardinal qui est le troubadour emblématique du XIIIe siècle, comme Bernard de Ventadour l'était du XIIe. Peyre Cardinal va séjourner à Marseille de 1249 à 1257. Il sera très proche des franciscains spirituels. Son discours contre l'Église, les Cervantes très violents qui dirigent contre l'Église, reprennent une grande partie des critiques des franciscains spirituels contre l'Église. Avec toujours cette référence à la communauté chrétienne primitive où règne l'égalité. Ces Cervantes à Marseille ont durablement impressionné la population marseillaise. On peut même dire qu'il a alimenté la révolte contre les Angevins, et que quand les Marseillais se révoltent à plusieurs reprises contre Charles d'Anjou, on peut dire qu'il y a une espèce de travail d'agitation-propagande qui a été mené par tous ces troubadours anticléricaux et qui constitue un peu l'ossature intellectuelle de la révolte. L'abbaye de Saint-Victor fait valoir des prétentions fiscales sur la partie basse de la ville, celle donc où les Marseillais sont en principe maîtres chez eux, ce qui provoque une très violente révolte de la part des Marseillais. Ils ne se laissent pas mettre à l'amende, hein. Ils s'en prennent aux possessions de l'abbaye Saint-Victor, ils s'en prennent également à l'évêché, ils attaquent l'église Saint-Laurent, ils attaquent les salines de l'église Saint-Victor dans le fond du port. Plusieurs bâtiments sont détruits et incendiés. Donc là, on est vraiment maintenant dans la sédition. Les Marseillais sont d'ailleurs collectivement excommuniés, hein, la ville est frappée d'interdit. Ça veut dire, frappée d'interdit, à l'époque, ça veut dire qu'on ne peut plus... aucun prêtre n'a plus le droit d'administrer les sacrements religieux. À l'époque, ça veut dire quelque chose. Hein. Pour les gens de l'époque, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a plus de baptême, plus d'enterrement, plus de messe. En 1218, l'évêque de Marseille prononce la dissolution de la confrérie du Saint-Esprit au nom de l'église de Rome. Et ceci n'empêche pas les Marseillais de continuer à exercer leur indépendance. En 1221, ils décident même de nommer un podestat. Alors qu'est-ce que le podestat? C'est un concept qui vient d'Italie. C'est une expérience originale des cités indépendantes d'Italie, du nord et du centre. Le podestat, c'est quelqu'un qui est en charge de la gestion de la ville pour une période d'1 an. Il ne peut pas être reconduit à son poste, il ne peut pas être de la ville même. C'est-à-dire on prend délibérément un étranger pour être sûr qu'il ne soit pas impliqué dans les conflits, les magouilles, dans les intérêts privés inhérents à la ville. Les gens ont déjà un très très haut concept politique de la cité. La plupart des podestats que Marseille va avoir ont été italiens, hein, sauf un, la Reforzia de Tresse, qui était provençal.
D'ailleurs, détail intéressant, plusieurs de ces podestats se trouvent être aussi des troubadours. Voilà, ça c'est la grande époque de l'indépendance de Marseille. Et époque pendant laquelle elle est alliée militairement avec le comte de Toulouse. Les Marseillais participent en particulier à la fameuse bataille de Beaucaire, où avec les troupes du comte de Toulouse et les milices communales d'autres villes provençales, ils chassent les croisés, principalement des Français. Ils chassent les croisés de Beaucaire, ils leur mettent une rouste militaire. Ils mènent leur politique extérieure à leur convenance. Donc c'est vraiment le grand moment de la République de Marseille. Un fait aussi très important, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être citoyen de Marseille à l'époque. Les Juifs de Marseille, par exemple, sont reconnus comme citoyens de plein droit, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Il faudra attendre la Révolution française pour que les Juifs soient reconnus citoyens de plein droit. Et c'est comme ça dans beaucoup de cités occitanes. Le fait que, par exemple, à l'université de Montpellier, à l'époque, il y a des professeurs musulmans, des professeurs juifs qui enseignent, chose qu'on rencontre nulle part ailleurs dans l'Europe chrétienne de l'époque. Donc tout ça, évidemment, ça fait désordre. Ça fait désordre dans une période de reprise en main par l'Église de Rome, l'époque de la croisade des Albigeois. D'autant plus qu'en 1226, la croisade recommence. Elle s'était interrompue pendant quelques années à la suite de la mort de Simon de Montfort devant les murs de Toulouse. Il avait été tué par un groupe de braves Toulousaines. Dans quelques années, les Français étaient repartis chez eux. Ils reviennent en 1226. Cette fois, c'est le roi de France en personne qui dirige l'expédition. Les communes provençales, Marseille en tête, font flèche de tout bois pour garantir leur indépendance. Ils en appellent même à l'arbitrage de l'empereur, puisque Marseille et la Provence en général se trouvent en terre d'empire, donc la plus haute autorité politique suprême, bien que très lointaine, c'est celle du Saint-Empire romain germanique. Ils seront déboutés, puisque le Saint-Empire romain germanique donne raison à l'abbaye Saint-Victor. Pour faire court, on va dire qu'en 1246, meurt le dernier comte de Provence, et qui a cédé qui a cédé sa fille en mariage à Charles d'Anjou, qui est le frère du roi de France. Donc Charles d'Anjou devient comte de Provence. Et dans le paquet cadeau est compris Marseille. Les Marseillais ne l'entendent pas de cette oreille et ils refusent l'accès au comte de Provence, donc Charles d'Anjou. S'ensuivent plusieurs années de conflits. Charles d'Anjou tente à plusieurs reprises d'investir la ville militairement, il n'y arrive pas. En 1252, comme la plupart des autres cités provençales ont fait défection et se sont résignés au pouvoir angevin, Marseille se trouve isolée. Elle est l'objet d'un blocus maritime qui dure assez longtemps. Et elle passe un deal avec Charles d'Anjou qui aboutit à un traité qui s'appelle les chapitres de paix, qui garantit quand même une assez grande marge de manœuvre, qui respecte les autorités consulaires. Mais enfin, disons, pour leur politique extérieure et en matière de fiscalité, les Marseillais sont maintenant soumis à la maison d'Anjou. Alors, évidemment, de part et d'autre, tout le monde considère en avoir lâché suffisamment. Ce compromis provisoire, en 1256, éclate une insurrection générale en Provence pour chasser les Angevins. Les Marseillais prennent la tête de cette insurrection, qui est vaincue. En 1261, nouvelle insurrection, on retrouve à nouveau les Marseillais en tête du mouvement. Et là, Charles d'Anjou rentre militairement dans Marseille, il abat les murailles et il impose... il révise les chapitres de paix de 1252 à son avantage. Et là, Marseille perd vraiment définitivement son statut de commune libre et indépendante. Il y aura encore une conjuration en 1263 qui échouera. Les meneurs seront d'ailleurs exécutés, une soixantaine de personnes seront exécutées à la Plaine. À peu près là où se trouve actuellement le bar de la Plaine. C'est à peu près là, on a réussi à situer l'endroit précis où ils ont été exécutés, c'est malheureux. Et
Et tout est dit, quoi. À partir de ce moment-là, Marseille a définitivement perdu sa capacité, et elle ne sera plus qu'un instrument aux mains de la maison d'Anjou, qui poursuit une politique extrêmement ambitieuse en Italie du Sud. En 1265, Charles d'Anjou s'embarque à Marseille pour l'Italie du Sud. Il faut savoir que l'Italie du Sud était possession impériale, qu'à la mort de Frédéric II, l'Église de Rome souhaite que ce soit un capétien qui s'empare de l'Italie du Sud. Charles d'Anjou, frère du roi de France, est donc désigné. Et donc il va se servir de la Provence pour ratisser tout ce qu'il peut en matière d'argent et de chevaux, d'armes, de soldats, et de Marseille en particulier, au niveau de la navigation, pour conquérir le sud de l'Italie. Donc là, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, Marseille va se trouver complètement inféodée, et elle connaîtra une quinzaine d'années de prospérité marchande, avec l'ouverture du commerce sur Naples, sur la Sicile. Ça ne durera pas, puisqu'après les Angevins vont essuyer des défaites sur défaites dans leur guerre contre les Catalans, qui vont les chasser d'abord de Sicile et puis petit à petit du sud de l'Italie. Et là, Marseille va connaître une période de déchéance continue qui va durer à peu près 2 siècles. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, on se trouve dans la crypte, où il y a la Vierge Noire, là, où le 2 février, les gens viennent en procession. Je venais là quand j'étais minot, ma mère m'emmenait là. Ma mère qui par ailleurs détestait l'église et ne mettait jamais les pieds à la messe. Mais par contre, la Vierge Noire, là, c'est autre chose. La Vierge Noire, comme la Bonne Mère, la figure de la Madone en général, comme on peut le voir dans l'Italie du Sud ou même dans les pays d'Amérique latine, c'est... Pour beaucoup de gens, ça renvoie à des signifiés tout autres que ceux de la théologie catholique. Ça doit être quelque part l'incarnation de la terre-mère. Ça renvoie à d'anciennes divinités, une figure dans laquelle d'anciennes divinités païennes, on peut dire peut-être Kybele, la terre-mère, entre autres différentes divinités de l'époque avant le christianisme, ont dû fusionner. C'est ce qui fait que plein de gens ici, qui ne sont pas spécialement croyants, comme c'était le cas de ma famille,